Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue à la 19e édition du Festival du film fantastique de Neuchâtel, le NIF, deuxième épisode spécial du Saloon en direct du Festival neuchâtelois, où nous allons revenir sur les films que nous avons vus depuis le premier épisode, notamment en compagnie de Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Et Thomas Gerber qui nous fait le plaisir d'être là avec nous. Salut Thomas. Salut. Et donc on va vous évoquer un petit peu ces films qu'on a vus depuis la suite de ce festival, et on vous l'avait promis, on le gardait justement sous le coude pour la présence de Thomas. C'était la projection de Beach Bum, le nouveau film d'Harmony Korine, projeté en open air le premier soir du festival. Harmony Korine, c'est donc celui notamment qui avait fait Spring Breakers il y a quelques années. Il revient cette fois avec Matthew McConaughey dans le rôle d'un junkie qui n'arrête simplement pas de fumer de la drogue et d'en prendre, de boire, de faire toutes les folies possibles et imaginables qu'on peut imaginer d'un Américain décadent comme lui. Et puis Snoop Dogg également qui est présent dans le film, et Zac Efron. Enfin en fait une belle bande, une belle brochette pour ce nouveau film d'Harmony Korine que vous attendiez. En tout cas toi Thomas, je sais que tu aimes plutôt bien les films d'Harmony Korine. Est-ce que tu as apprécié l'expérience de The Beach Bum, qui donc raconte, on va dire, la vie un peu décadente d'un poète qui essaye de se trouver, de se chercher pour sortir le chef-d'œuvre de sa vie artistique? Ouais, alors effectivement, j'aime bien Harmony Korine, qui est un des réalisateurs indépendants américains qui a le mieux, selon moi, su sonder la jeunesse américaine, notamment avec un film comme Gunmo ou avec Spring Breakers, pour lequel j'ai eu une relation un peu d'amour-haine, parce que le film a quelque chose de très complaisant dans sa manière de dépeindre une jeunesse complètement décadente qui va se mettre des torchers pendant les Spring Break et qui finalement part complètement en vrille. C'est un peu le grand cinéaste indépendant américain de la jeunesse avec Larry Clark pour moi. Et du coup, j'attendais effectivement ce Beach Bum à mort, qui se focalise moins sur la jeunesse que certains de ses films par le passé, à Harmony Korine, mais qui va à nouveau sonder une forme de culture, de l'amour de l'argent à l'américaine, de modèle de réussite à l'américaine, et qui nous montre à nouveau un portrait d'un homme complètement décadent en fait, et qui est à la fois génial parce qu'il a un réel talent quand même, le personnage incarné par Matthew McConaughey, et qui est à la fois complètement perché, complètement à l'ouest. Il dépeint cette ambivalence de manière plus légère que par le passé, c'est-à-dire que c'est un vrai film d'été en fait, Beach Bum, au sens où on va suivre ce gars qui se met des torchers, qui recueille un petit chat, qui boit des joints, qui fume des joints, exactement, qui a une sexualité débridée aussi, et puis qui a en fait un rapport à l'argent qui est complètement désinhibé. Pour lui, l'argent ne représente plus rien, et on voit à travers ça à nouveau une forme de métaphore ou d'allégorie d'une Amérique qui a un rapport à l'argent complètement particulier, complètement désaxé. Maintenant, c'est un film qui est moins critique, qui est moins acerbe que pouvait l'être un Spring Breakers par rapport à certaines déviances américaines, mais que je trouve qui fonctionne très bien. Il y a un sens du montage, il y a un sens du récit qui cartonne, et puis Matthew McConaughey qui est en roue libre totale, et cette fois ça passe. Parfois il peut un peu m'exaspérer, mais là, comme il joue un mec qui est fonce-dé H24, là il est parfait pour le rôle. Il est parfait pour le rôle, ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord, et sur cet aspect qu'effectivement c'est un film moins acerbe, moi au contraire je l'ai trouvé étonnamment touchant. Parce qu'en fait, on a effectivement ce personnage qui erre un petit peu, qui est complètement déconnecté de la réalité au point d'être complètement irresponsable et qui va dans les excès les plus fous, mais qui en même temps est hyper attachant. Il y a une espèce de mélancolie qui se dégage. Une réelle empathie pour lui. Une vraie douceur dans le traitement du personnage. Et au final, ça pourrait être juste un truc un peu provoque et un peu vide de sens. Mais moi, je me suis laissé embarquer et j'ai suivi ça avec beaucoup d'affection pour le personnage principal. Donc c'était très intéressant. Qui est complètement perdu. Il a une relation assez étrange avec sa femme, qu'il le trompe avec Snoop Dogg justement. Ça me fait d'ailleurs assez plaisir de voir Snoop Dogg dans un film qui fume aussi des joints, vous en doutez, hein. Il joue pratiquement son rôle. Il faut pas, il rappe, il fume, il va en Jamaïque chercher des plants de cannabis. Enfin, voilà, c'est un petit peu le personnage qu'on pouvait attendre de lui, mais ça marche assez bien. Je ne sais pas malheureusement s'il y a une sortie prévue en Suisse de oui, je crois. En tout cas, il y a eu une projection presse organisée. Mais il y a en tout cas, semaines, ça c'est vrai que comme tu l'as dit Thomas, c'est un bon film d'été. Maintenant, c'est moins
moins clinquant visuellement qu'un Spring Breakers, qui avait vraiment un montage très rapide, avec la photographie de Benoît Deby qui était vraiment hyper impressionnante et hyper marquante. C'est de nouveau Deby à la photographie ici, mais qui livre quelque chose de très beau. Enfin, c'est superbement éclairé, mais il y a moins de jeux sur les fluos, il y a moins de jeux sur les néons qu'on pouvait avoir dans Spring Breakers, donc c'est visuellement peut-être un peu moins marquant, un peu moins tape à l'œil aussi, mais ça passe avec le projet, c'est raccord avec le projet. En fait, c'est un film qui est plus centré sur un personnage que pouvait l'être Spring Breakers, et qui du coup effectivement est très touchant. Ouais. Alors effectivement, le film est annoncé en tout cas pour une sortie en Suisse romande. Ce serait pour le 31 juillet 2019, donc l'occasion en plein été d'aller se faire justement ce film d'Harmony Korine. Et c'est un film parfait à voir en open air, comme vous l'avez vu ici au NIF. Enfin, c'est le film d'été à voir en open air au bord d'un lac. Voilà, c'est clair, Ouais. avec quelques bières pour vous mettre à peu près dans l'état de... Du coup, ça sort le même jour que Midsommar de Ari Aster, qui sera certainement Un bon l'autre double grand programme. film de l'été. Un autre film en tout cas qu'on a eu l'occasion de voir ici à Neuchâtel et qui est en compétition dans la catégorie asiatique, New Cinema from Asia, qui était présent également au Festival de Cannes, c'est The Gangster de Cop and the Devil, le nouveau film de Lee Won-tae. C'est un thriller coréen. On va donc suivre en fait un policier et un gangster qui vont devoir unir leurs forces afin de retrouver le plus vite possible un tueur en série qui agit dans l'ombre et dans la nuit. Donc ça va être le choc et la confrontation de deux mondes, ceux d'un côté des policiers qui essayent de maintenir l'ordre et de l'autre ceux des gangsters qui essayent de venger leur patron alors qu'il n'est pas mort mais qui a été blessé par le devil. Et autant dire que ça marche encore une fois assez bien, Thibaut. Ouais, moi je trouve que c'est très clairement un polar coréen assez classique dans l'idée. Le pitch de base, ne révolutionne rien, mais non, mais c'est sympa. Mais c'est prometteur et le résultat est assez bien troussé et efficace. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il évite le discours assez pâteau sur les morales floues et sur la limite entre la loi et le crime, puisque là effectivement les flics vont s'associer avec la mafia, et puis ça aurait pu donner un truc hyper moralisateur. Et en fait, c'est un peu plus malin que ça, puisque on a évidemment le flic qui est plus ambigu, le parrain qui est finalement assez sympa, enfin il y a une espèce d'attachement qui se crée autour de lui, mais il reste quand même représentatif de leur milieu, et puis ça reste assez efficace, assez droit au but, ça se prend pas trop au sérieux non plus, et du coup c'est très fun à suivre, et ça a été une très bonne projection de ce festival. Ouais, tout à fait. Je crois que Thomas, t'es plutôt d'accord avec ça. Alors évidemment, ça n'a pas forcément au niveau, on en parlait à la sortie de la séance, des grands films coréens qui ont révolutionné un petit peu le genre il y a de ça une dizaine d'années. Quinzaine d'années. On pense notamment à, tu le disais, à The Chaser, à Memories of Murder, à tous ces films-là. C'est moins fort et moins gros, mais ça reste un film super efficace. Ouais, alors c'est clair, c'est moins radical et c'est moins révolutionnaire qu'ont pu l'être des films de Naung Jin comme The Chaser, ou c'est surtout moins radical que I Saw the Devil de Kim Ji-woon. Mais en fait, ce que j'apprécie beaucoup avec le film, c'est déjà son efficacité. C'est un film qui est extrêmement efficace, qui nous montre que les Coréens ont une maîtrise quand même assez extraordinaire en termes de récit, de narration, de rythme aussi, et d'action. Et ce que j'apprécie beaucoup avec le film, c'est qu'il prétend pas réinventer le genre. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit Thibaut, il nous dit pas regardez mon grand discours sur le manichéisme et sur les morales, la frontière floue et poreuse entre le bien et le mal. C'est pas du tout un film poseur, c'est un film qui accepte son rôle d'outsider un peu dans le paysage coréen, mais qui fait ça très très bien, et c'est un des meilleurs polars coréens de ces dernières années, simplement parce que ça se prend pas tant que ça au sérieux, ça pète pas plus haut que son cul, mais c'est extrêmement efficace, et il y a des personnages qui sont très attachants. Le flic est très attachant, le parrain, comme tu l'as dit, on se prend aussi d'empathie pour lui, et voilà, c'est un film qui est aussi surprenant quand même dans son évolution finale. Enfin, moi je voyais pas les grosses ficelles du récit venir, donc ouais, c'est vraiment un gros panard de projection, et c'est pour moi pour l'instant le meilleur film que j'ai vu ici à Neuchâtel. Ouais, ça marche très bien, le récit nous tient en haleine effectivement. Sur tout le long il y a de la baston aussi, donc finalement on est servi, on est régalé pour ce film, donc à suivre, de gangster, de cop. Il faut quand même dire que le mec, c'est son deuxième film en tant que réalisateur seulement. Il a déjà belle maîtrise technique. Exactement, il y a une clairement solide maîtrise en termes de mise en scène, en termes de récit, en termes de rythme, en termes de direction d'acteur aussi. Enfin, ça se pose là quoi. Donc c'est vraiment, je vois pas de défaut. En fait, j'ai vu aucun défaut au film. C'est simplement que ça va
va pas être aussi marquant qu'ont pu l'être The Chaser, I Saw the Devil, etc. Ouais, mais ça reste dans le très très haut du panier en termes de thriller en tout cas. Donc si vous souhaitez découvrir ce film, voir pourquoi pas les thrillers coréens, ça peut être une très belle porte d'entrée, puisqu'en plus il a été diffusé à Cannes, donc probablement qu'on va en entendre parler encore un petit peu. Messieurs, je vous propose de parler un petit peu maintenant de la compétition internationale. Monsieur Thibaut souhaitait évoquer un film que personnellement je n'ai pas du tout aimé, mais donc c'est lui qui va nous en parler un petit peu plus. C'est Jesus Show You the Way to the Highway, un Matrix un peu sous acide. Oui, alors Jesus Shows You the Way to the Highway. Alors déjà, comme son titre l'indique, c'est un film assez particulier qui a été tourné entre l'Éthiopie, l'Espagne et l'Estonie. Le réalisateur Miguel Lanzo, il s'était déjà fait connaître avec d'autres films assez expérimentaux. Et là, en fait, avec ce projet, il réalise une espèce de mix entre l'univers de Philip K. Dick, donc le romancier à l'origine de Blade Runner, Minority Report et d'autres grands récits de science-fiction, et la série Batman des années 60, un peu de cinéma Z, d'action des années 80. Enfin, il y a un espèce de gloubi-boulga d'influence très étrange. Le pitch est absolument irrésumable. En gros, ça se passe je vais tenter, mais ça se passe dans le futur, à Tallinn, la capitale d'Estonie. Il y a en fait un super ordinateur dirige la ville, et il y aura un virus informatique appelé Staline qui va infiltrer cet ordinateur, et 2 agents seront envoyés à l'intérieur de l'ordinateur pour essayer de combattre ce virus. Donc ça, c'est les bases, mais évidemment que le récit évolue et part un peu dans tous les sens à partir de là. C'est basiquement un gros délire, ce film. On a un jeu sur la réalité et sur l'absurde, comme on retrouve justement chez Philip K. Dick. Il y a des partis pris formels assez radicaux, c'est-à-dire que toutes les scènes qui se passent à l'intérieur de l'ordinateur sont filmées en stop motion, en fait, avec des vrais acteurs, mais image par image. Donc ça nous donne un déroulé assez particulier. Et puis, il y a une désynchronisation. Il y a aussi exactement tous les dialogues en fait sont redoublés avec un décalage voulu. Et c'est justement tous les petits détails qui vont travailler sur l'artificialité de l'univers. Et on embarque juste pour une aventure complètement débridée. Le résumé Matrix sous acide, je pense, ça qualifie assez bien le film, puisque finalement c'est assez ça, où on va partir dans des délires assez improbables, et à la limite ça se fatigue peut-être un peu sur la fin, mais sinon moi en tant qu'amateur de Philip K. Dick et de la série Batman des années 60, j'ai été assez servi, et du coup ça a fait le job pour moi. Très bien, mais alors par contre il y a un autre film qui n'a pas fait le job, et là je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire ça, c'est Daniel Isn't Real. Pourquoi on en parle? Déjà parce qu'il y a le fils d'Arnold Schwarzenegger dedans, qui joue le rôle de Daniel, Patrick Schwarzenegger, qui joue le rôle de Daniel. Donc en fait c'est l'histoire d'un jeune en fait qui se crée un ami imaginaire quand il est enfant. Il va réussir à le laisser dans une maison de poupée, voilà, il va faire le deuil en étant enfant de son ami imaginaire. Sauf que son ami imaginaire qui le force quand même à faire des trucs pas tout nets avec sa mère. Voilà, qui essaie de la tuer, parce que dit comme ça, c'est vrai que ça peut être encore plus bizarre. C'est quand même un ami imaginaire qui est mal intentionné dès le départ. Tout à fait, ça c'est clair. Et puis quelques années plus tard, quand il arrive à l'adolescence, à l'université probablement, il va ouvrir à nouveau cette porte, donc laisser ressortir son ami imaginaire qui va revenir vers lui, et puis qui va gentiment s'immiscer dans sa vie, tout d'abord lui donner quelques conseils de drague et quelques conseils de la vie pour en fait finalement prendre un peu presque possession de lui et lui faire des choses pas terribles. Mais c'est comme le film en fait, c'est pas terrible. Moi je trouve que c'est un film qui fait le job. Tu disais qu'il fait pas le job, moi je trouve qu'il fait le job. Le problème c'est qu'il y en a 150 000 qui ont fait le même job que lui avant lui. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de film qu'on voit en festival chaque année, en festival de genre, et qui est visuellement tout à fait honorable, qui est soigné, qui a quelques idées intéressantes, notamment un jeu sur la fantaisie et le lien entre la réalité et la fantaisie, où on a notamment un jeu sur la chevalerie qui va être représenté dans le film. Simplement, on a déjà vu ça 10 000 fois. Alors c'est bien joué, c'est bien éclairé, c'est bien rythmé, mais ça n'a absolument aucune originalité. Et moi, c'est un film, quand je sors de la séance, ça fait pchit, je l'ai déjà oublié. Et voilà quoi, l'année prochaine, on verra le même, mais autrement, peut-être dans une autre langue. Mais voilà, c'est ça qui m'exaspère un peu, c'est que à force de faire des festivals de genre, j'ai l'impression de perdre mon temps devant ce genre de film qui ne réinvente rien, qui ne repropose rien de nouveau, quoi.
Ouais, Ouais, mais c'est vrai qu'il faut. Bon, alors, on n'est peut-être pas d'accord sur Patrick. Moi, je trouve que Patrick, il est un peu pas forcément au top de sa forme, Patrick Schwarzenegger, mais en fait non. Alors ce qui est vrai, c'est que le pitch de base aurait pu être intéressant. Il y a un petit peu de voilà, est-ce que c'est de la schizophrénie, est-ce que c'est autre chose? Puis finalement on comprend que c'est pas ça, que c'est probablement un truc un peu, une force un peu plus démoniaque. Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin, mais finalement ça. J'ai presque l'impression que ça n'assume pas jusqu'au bout son délire. C'est-à-dire que vraiment, ça prend très longtemps avant que ça rentre vraiment dans le côté complètement démoniaque, complètement jusqu'au boutiste, etc. Le début, c'est tranquille. Hein. Je vais te donner des petits conseils. On va être voilà, c'est. Ouais, moi ce que je trouvais intéressant, c'est que dans l'idée, c'est un espèce de fight club, mais qui glisserait dans le fantastique. C'est-à-dire que cet ami imaginaire, justement, représente un petit peu ce que le personnage principal voudrait être, et il va l'épauler pour avancer dans la vie, quoi. Et puis on va glisser petit à petit dans le genre et se rendre compte qu'effectivement, comme tu le dis, il y a un argument fantastique en fait. Mais le problème, c'est qu'autant il y a de belles idées, comme disait Thomas, dans la représentation de l'univers fantastique, mais la progression et le glissement pur et dur dans le fantastique, elle marche pas du tout, parce qu'il y a pas vraiment de graduation, quoi. Puis il y a une romance dont on n'en a rien à secouer, parce que l'actrice qui joue la nana, franchement, elle est insipide au possible, quoi. Donc cette romance, pour moi, elle fonctionne pas, et c'est censé quand même être au cœur du récit. Ouais, il y a un gros problème de structure moi, j'ai l'impression de revoir la romance de Creed, quoi. C'est dire. C'est vrai. Donc Daniel Isn't Real de Adam mais qui est un film qui contentera Mortimer. certainement un public qui bouffe pas autant de ce genre de production que nous. Comme on dit, c'est ça, non? Ouais. Si vous n'avez jamais vu Fight Club, peut-être. Mais du coup, regardez Fight Club plutôt que de regarder Daniel Isn't Real à ce moment-là. Par contre, alors là, on sait que depuis quasiment 2 épisodes, on vous parle de films un peu obscurs, de films que vous n'allez pas forcément pouvoir voir, à l'exception de quelques-uns qui sortent. Mais là, on doit quand même vous parler d'un film qu'on a vu en open air et que vous pouvez regarder depuis chez vous, puisque c'est sur YouTube en intégralité. Donc, dès que l'épisode est terminé, si ça vous botte, vous pouvez aller vous prendre une bière, vous poser et regarder ce machin. Who Killed Captain Alex? C'est un ovni absolu, c'est un film ougandais avec $200 de budget. Thibaut, on s'est motivé à 00h30 pour aller voir ça. On avait quelques doutes et en fait, qu'est-ce qu'on a bien fait d'aller voir ça. Mais complètement. Enfin, là, on est encore une fois face à un vrai film d'open air à voir en groupe, parce que voilà, c'est du gros nanar évidemment, parce qu'avec $200, on fait rien du tout, alors que le réalisateur a visiblement quand même pas mal d'ambition. Pour ainsi dire, et il fait voilà, avec ce mini budget un espèce de film d'action complètement improbable. Ouais. Produit par Wack Hollywood, voilà, propre studio, sa propre boîte de production qu'il a ouvert donc en Ouganda, avec évidemment des effets spéciaux complètement en fraise, des incrustations en fait, des hélicoptères, les hélicoptères c'est des incrustes, les explosions et les gerbes de son c'est des gifs. Voilà, les armes sont des morceaux de bois. Enfin, c'est évidemment qu'on ressent le budget, mais il y a une réelle envie et qu'on s'entende. C'est absolument nul dans l'absolu. C'est un nanar. Là, pour le coup, c'est un nanar, mais il y a une telle envie derrière, un tel plaisir qui apparaît à l'écran que c'est vraiment communicatif, quoi. Ouais, clairement. Et c'est hyper inventif. Ouais. C'est-à-dire que c'est la chose à montrer quand, je sais pas si vous avez des étudiants qui veulent faire des courts-métrages d'action ou autres, c'est le film à montrer pour leur donner des idées, quoi, pour leur dire regardez avec 0 moyen ce qu'on arrive à faire. Là, on a des fusillades, du kung-fu, des explosions. Et les mecs sont des immenses fans de genre. Et ça se ressent. Et c'est clair. Et tu dis que c'est un nanar, mais en même temps, c'est un nanar qui est complètement conscient de ce qu'il est et qui prétend pas faire autre chose non plus. Donc c'est un délire purement assumé qui est hyper communicatif, quoi. Ah, c'est super. Non, là, vraiment, on l'a vu. Après, de là à se le taper en entier sur YouTube. Oh, il est pas très long. Alors ce qu'il faut, alors déjà effectivement il est pas très long, il fait 1h04 et ce qu'il faut savoir, ce qui est assez particulier, c'est qu'en fait il y a 2 versions manifestement du film. La version qui a été projetée en open air avec le film standard, et sur YouTube il y a une version où il y a un commentaire audio par-dessus, où il y a un type qui raconte sa life quasiment en permanence. Donc on va dire que les petits moments de creux qu'il peut y avoir dans le film, on va dire original, sont comblés par cette voix off qui je sais pas, qui commente un peu tout et n'importe quoi. Mais du coup, ça rajoute un truc assez dingue. Est-ce que c'est dans celui-là, parce qu'ils ont fait un autre film après, est-ce que c'est dans celui-là où la bande son est en mono et où on a les voix qui coupent les bruitages à chaque fois?
Je me souviens plus. Oui, en tout cas, il y a Absolument, oui. qui coupent la musique, etc. Donc, il y a... Et la musique change au milieu de la scène aussi. Ouais, il y a des trucs improbables. C'est que ce à soit voir. Ah ouais, non, mais vraiment, en termes de son, d'image, de tout ça, comme tu le disais, même d'ingéniosité, d'imagination. Et puis, franchement, voilà, c'est un délire absolu à faire vraiment entre amis. Et en plus, donc, comme je vous l'ai dit, il est dispo sur YouTube en intégralité, donc ce serait dommage de s'en priver. Et c'est un film donc que vous allez pouvoir découvrir chez vous d'ici quelques instants. Voilà, pourquoi Il faut pas. quand même dire que le film a été présenté dans la section des films de genre subsahariens. Il y a toute une section consacrée au cinéma de genre africain subsaharien cette année au NIF, et donc ils ont eu le culot, le courage et la très bonne idée, l'audace de projeter Captain Alex en open air. Et puis on termine cet épisode par un autre film en compétition qui pour le coup celui-là alors nous a vraiment plu, puisque c'est vrai que le début de cette compète a été peut-être un petit peu difficile, en tout cas les choix qu'on a fait. On se réjouit de voir la suite. C'est Something Else de Jeremy Garner et Christian Stella. C'est produit par un duo de réalisateurs qu'on connaît bien ici du côté du NIF, puisqu'ils avaient présenté il y a quelques années The Endless, qui avait notamment gagné certains prix. Et c'est Justin Benson et Aaron Moorhead. Merci Thibaut qui les connaît par cœur, et c'est donc deux habitués du NIF qu'on aime beaucoup. The Endless d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. Un peu des représentants du nouveau mumblecore américain, de Voilà. la nouvelle génération du cinéma de genre indépendant. Tout à fait américains, qui nous ont vraiment réalisé des super choses, et donc ils reviennent, mais cette fois en tant que producteurs pour ce film. D'ailleurs, Justin Benson est dans le film. Il joue le rôle d'un personnage. Et donc, Something Else raconte l'histoire en fait de Hank qui vit une histoire d'amour avec sa copine. Ça fait pratiquement 10 ans qu'ils sont ensemble, et un coup, elle disparaît. Du jour au lendemain, elle disparaît, et depuis lors, un monstre vient gratter à sa porte toutes les nuits, et donc forcément Hank commence un peu à perdre les pédales. Il sait pas trop où est sa femme, il sait pas trop qu'est-ce qui gratte à sa porte. Il va donc essayer de découvrir un petit peu tout ça, et c'est bien, Thibaut. Ouais, c'est extrêmement bien. Déjà, c'est une très belle surprise parce qu'avec un pitch pareil de base, on aurait pu craindre un espèce de truc un peu psychanalytique ou dépressif. Ou comme qui le disait traite Thomas de... tout à l'heure, le classique des films des cinémas de genre, c'est-à-dire il y a un monstre qui débarque. Mais et puis, le fantastique utilisé pour traiter de la rupture et avec un truc hyper poseur. Et en fait, non, déjà, c'est très très drôle, c'est très léger dans le ton. Il y a quand même beaucoup d'humour, notamment à travers le personnage de Justin Benson, parce qu'évidemment, personne ne croit le héros quand il dit qu'un monstre vient gratter à sa porte toutes les nuits. Et puis, c'est en fait basiquement une très belle histoire d'amour, je trouve. Notamment, justement, je ne vais pas tout révéler, mais à la fin, on a un plan séquence assez hallucinant où en fait, les deux personnages discutent de leur couple, en fait, et c'est un plan fixe qui zoome très très lentement, et il doit bien durer un quart d'heure, et c'est un numéro d'acteur assez impressionnant du coup, puisque tout a été fait en une prise. Et puis il y a, pour le coup, contrairement à un Daniel Isn't-Real par exemple, une progression dans le genre qui est très très bien gérée. On ménage le mystère sur le monstre, on le dévoile vraiment petit à petit, par petites touches, et puis le tout donne un truc vraiment très varié en termes d'émotions. C'est à la fois drôle, touchant, un peu effrayant, et pour moi c'est un peu un modèle de film de genre. Donc ouais, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai vu de mieux dans la compétition jusqu'à maintenant. Ouais, je te rejoins pour l'instant, effectivement, c'est très efficace. Alors c'est vrai que voilà, on vous parle d'un film de monstre, il ne faut pas vous attendre effectivement à ce que le monstre débarque, trucide la moitié du village, etc. Ça reste vraiment un film assez intimiste, avec justement vraiment cette histoire d'amour et cette relation qui est au cœur de l'intrigue, et puis saupoudré un peu, on va dire, de fantastique, justement par le biais de ce monstre, etc. Mais ça marche très très bien. Encore une fois, c'est vrai que le NIF a tendance à mettre en avant, on va dire, le cinéma indépendant américain, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors il y a des trucs un peu moins intéressants, mais typiquement celui-ci prouve que le cinéma indépendant de genre américain a des choses à nous proposer, a des choses à nous montrer, et Something Else est un bon représentant.
Et ça me fait penser au fait que moi j'ai pas encore vu Something Else, mais je me réjouis beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé le premier film de Garner, The Battery, qui était un film de zombies aussi très intimiste, qui tournait presque en huis clos avec un mec seul, lui-même le réalisateur, dans une voiture qui était encerclée par des zombies petit à petit. Il y avait aussi une relation sentimentale avec une femme, et le film n'avait pas été sélectionné au NIF, alors que je trouvais que c'était un des bons films indépendants américains de l'année. C'était il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça, 5-6 ans peut-être. Et du coup, je me réjouis vraiment de voir celui-ci. Si vous avez aimé Something Else, je vous conseille vraiment de jeter un œil à The Battery, qui était une proposition assez originale aussi et très low-key de film de zombies intimiste et très touchant. Et ben, en tout cas, ce film-là donne bien envie. Ouais. Bah là, en tout cas, ça repart un petit peu dans le même délire. Donc, c'est effectivement notre ami Jeremy Gardner qui écrit aussi, réalise et écrit le long métrage. Ils sont deux à réaliser cette fois, non ? Ils sont deux à réaliser, ouais, avec Christian Stella, mais c'est lui qui écrit et qui donc a le rôle principal. Et là aussi, il est pas tout seul, mais quasiment à peu près en huis clos dans sa maison, et effectivement il y a un seul monstre du coup, et c'est pas des zombies, mais vraiment Something Else, à acheter un œil si vous êtes fan. Voilà, est-ce que comme il était là, Jeremy Gardner, hier, et comme il nous a demandé est-ce que vous aimez l'amour et est-ce que vous aimez les monstres, ce à quoi le public a répondu oui, et si vous chez vous aimez les deux, eh bien jetez un œil à Something Else. Voilà donc un petit peu pour un petit panorama de ce qu'on a vu depuis notre premier épisode du Saloon. On va évidemment continuer à se bouffer des films dans tous les sens pour pouvoir vous en parler dans la suite de ce festival qui se déroule jusqu'au 13 juillet 2019 à Neuchâtel, et donc on aura évidemment l'occasion de vous retrouver très prochainement pour un épisode. Merci Thomas, merci à vous d'avoir franchi la porte du Saloon, d'être venu nous faire un petit coucou. On va sans doute se recroiser peut-être dans le Saloon d'ailleurs avant la fin de cette semaine. Merci Thibaut d'avoir été merci une à fois toi. de plus au rendez-vous. On te retrouve très vite évidemment dans le Saloon. Merci à Antoine pour la technique, et puis on vous fait des gros becs et on se retrouve très vite en direct de la 19e édition du Festival Fantastique de Neuchâtel. Ciao ciao.